Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales et ONG, Mesdames, Messieurs les représentants de la communauté scientifique et universitaire du Burundi, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames et Messieurs, représentants les organisations des victimes et autres organisations œuvrant dans le domaine de la justice transitionnelle, chers collègues, membres de la Commission Vérité et Réconciliation, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers invités, tout protocole observé. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette salle, tout en vous remerciant vivement d'avoir bien voulu répondre à l'invitation de la Commission Vérité et Réconciliation à participer à la conférence publique de ce jour. Votre présence parmi nous témoigne, c'est le moins qu'on puisse dire, témoigne de l'intérêt que vous portez aux missions assignées à la Commission Vérité et Réconciliation et de votre souci à contribuer, chacun selon ses compétences et possibilités, à la découverte de la vérité sur notre passé jalonné de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Aussi avons-nous invité des personnes ressources ayant des compétences très variées et complémentaires, à savoir les représentants des pays amis qui ont toujours été à nos côtés dans notre engagement à recouvrer la paix durable et qui sont à ce titre les témoins privilégiés de notre évolution. Nous avons invité les représentants, comme je l'ai dit, de la communauté scientifique et universitaire qui, au quotidien, suivent à la loupe les phénomènes sociaux de crise, y compris la nôtre, en vue de les analyser avec toute la rigueur scientifique. Il y a les représentants des partis politiques en tant que leaders d'opinion, les représentants des organisations des victimes et autres organisations nationales et internationales œuvrant dans le domaine de la justice transitionnelle, qui sont des partenaires privilégiés de la Commission Vérité et Réconciliation, car ils sont pour la plupart victimes ou témoins des différentes crises, ou alors sont simplement intéressés par la recherche de la vérité et la réconciliation nationale. Mesdames, Messieurs, notre conviction profonde est que la conjugaison des efforts de nous tous fera arriver le Burundi à une paix durable qui passera nécessairement par la découverte de la vérité sur son passé douloureux et par la réconciliation nationale. Nous sommes aussi convaincus que le travail de la Commission Vérité et Réconciliation marquera un tournant décisif dans l'histoire du pays, d'autant plus qu'une crise sociopolitique qui est mal gérée finit par engendrer une autre. Les missions assignées à la Commission Vérité et Réconciliation se présentent sous plusieurs dimensions, mais la conférence publique d'aujourd'hui va se focaliser seulement sur la problématique de la gestion des fosses communes, qui constitue un des signes qui dénote la barbarie des crises sociopolitiques que notre pays a connues depuis son indépendance. Or, vous en conviendrez avec nous, toutes les cultures du monde, y compris la nôtre, réservent normalement un grand respect aux morts. Ainsi, les victimes des crises cycliques qu'a connues notre pays et qui ont été entassées dans des fosses communes méritent de recouvrer leur dignité. Et c'est une obligation morale de tout un chacun parmi nous, et c'est une obligation légale
de la commission Vérité et Réconciliation. En vous invitant à cette conférence, la commission Vérité et Réconciliation voudrait vous convier à un échange d'idées pour que vous puissiez enrichir le débat par vos contributions multiformes et partant informer largement le public sur la problématique de la gestion des fosses communes. Et chacun de vous est donc invité à apporter sa pierre dans le recouvrement de la dignité de nos morts, assassinés et jetés comme des bêtes sauvages dans de vulgaires fosses communes. Il s'agira de localiser géographiquement les fosses communes qui sont éparpillées à travers tout le pays, de les protéger, d'exhumer les restes humains là où c'est possible et de les réunimer dans la dignité qui est due aux morts. Et in fine, la loi demande à la commission Vérité et Réconciliation de proposer l'érection sur des sites bien identifiés des monuments de la réconciliation au niveau national, provincial et local. Mais comment parvenir à accomplir notre mission, cette noble mission? La commission Vérité et Réconciliation espère trouver des éléments de réponse dans les exposés multidisciplinaires que nous allons suivre tout à l'heure et que nous demandons d'écouter attentivement et d'enrichir. Excellences, Mesdames et Messieurs, avant de clôturer notre propos, permettez-nous de vous présenter le travail déjà effectué par la Commission Vérité et Réconciliation et les perspectives d'avenir dans la gestion des fosses communes. Chaque fois que la Commission Vérité et Réconciliation a eu des informations relatives à l'existence des fosses communes, elle s'est directement rendue sur les lieux pour établir son constat. Elle a ainsi déjà effectué des descentes à Kijuka, en commune Musigati, province Bubanza. Elle a été à Bugarama, en province Muramvya, ici à côté à Buyenzi, en mairie de Bujumbura, et sur la colline Gasenyi, zone Makamba, commune Lusaka, en province de Mwaro. Et lors de chaque descente, la commission Vérité et Réconciliation a toujours demandé à l'administration locale d'arrêter les différents travaux qui étaient en train d'être effectués sur les lieux et de protéger ces lieux en attendant les étapes suivantes comme nous l'avons déjà indiqué. Mais comme nous le disions tout à l'heure, la gestion des fosses communes requiert des compétences multidisciplinaires. Et c'est ainsi que la Commission Vérité et Réconciliation s'est toujours jointe au CICR et à la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes qui est pilotée par le ministère de la Sécurité publique. Et dans le cadre de la collaboration tripartite entre la Commission Vérité et Réconciliation, le CICR et la plateforme CIO-Cité, nous allons effectuer une descente à Makamba, en commune Lusaka, province Mwaro, ce lundi 27 février 2017, pour débuter les travaux techniques d'exhumation des restes humains afin de les conserver dans des cercueils en attendant leur enterrement digne. Et nous voudrions consacrer ce site de Lusaka comme un cas d'école qui nous servira désormais de modèle pour les travaux ultérieurs sur d'autres sites. À ce sujet, qu'il nous soit permis de saluer la présence dans cette salle de Madame Dr Tania de la Barde, qui est parmi nous, consultante du CICR. Elle est spécialisée dans la gestion des fosses communes. Elle nous est arrivée hier de Genève pour nous apporter son expertise et superviser les travaux sur le site de Makamba. La commission Vérité et Réconciliation
est également en contact avec certaines organisations qui ont déjà effectué un travail appréciable dans l'identification des fosses communes. Ici, nous ne pourrions pas ne pas citer la présence de M. Aloïse Batungwanayo, qui est aussi un des panélistes. Il va se présenter lui-même tout à l'heure. Il est président et représentant légal de l'association pour la mémoire et la protection de l'humanité contre les crimes internationaux, Amepesi Girubunu. Et nous sommes aussi avec quelqu'un qui représente le ministère de la Sécurité publique, qui lui aussi tout à l'heure va faire sa présentation. La gestion des fosses communes, c'est un chantier ouvert dans notre pays, mais nous sommes convaincus qu'avec la conjugaison de nos efforts, notre pays pourra gérer convenablement cette problématique des fosses communes, et avec l'ultime objectif de réconcilier le peuple burundais avec lui-même. Madame Dr Tania Delabarthe, elle est anthropologue légiste spécialisée dans l'identification en médecine légale. Elle travaille à l'Institut médico-légal de Paris. Elle est consultante du comité international de la Croix-Rouge. Une fosse commune, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une fosse, une tranchée dans laquelle on a enterré un nombre très important de victimes. Pourquoi est-ce qu'on a recours aux fosses communes? Tout dépend du contexte. Il peut s'agir d'un contexte dans une catastrophe naturelle ou dans un contexte d'épidémie. Et bien évidemment, pour des contextes un peu plus difficiles comme les conflits armés ou les guerres, où la fosse commune représente alors le lieu dans lequel sont enterrées les victimes des exactions. Et ces fosses communes ont vraiment un statut particulier et représentent un enjeu pour les autorités du pays parce qu'elles sont devenues de facto des témoins essentiels de ces événements, puisqu'elles représentent et elles traduisent à l'intérieur de leur contenu, elles présentent le corps des victimes, et ces corps n'ont pas été enterrés selon les croyances et selon les cérémonies. Donc il faut bien prendre en considération que les fosses communes, ce sont vraiment des choses qu'il faut protéger, qu'il faut localiser, qu'il faut enregistrer, à la fois dans un devoir de mémoire, mais également par respect pour l'histoire et pour la problématique autour des familles de victimes. Parce que pour les familles des personnes décédées, ces fosses communes représentent un traumatisme supplémentaire, puisque leurs proches sont enterrés et n'ont pas été enterrés. Comme l'a dit Monsieur le Président, les corps sont entassés, ces corps n'ont pas été enterrés de manière digne et dans le respect des croyances et des différentes cérémonies funéraires auxquelles ces personnes auraient pu avoir droit. C'est pourquoi les fosses communes cristallisent dans une société toute une problématique et qui, dans un phénomène de réconciliation, sont vraiment très importantes à prendre en considération. Il ne faut pas oublier, bien évidemment, dans des contextes de conflits armés, les fosses communes sont également utilisées pour cacher les exactions de violation des droits de l'homme. Et dans ce cas-là, les fosses communes deviennent des témoins essentiels de ces événements tragiques. Alors, que doit-on faire avec les fosses communes? Qu'est-ce qu'on peut proposer comme procédure? Tout d'abord, comme l'a rappelé le Président, il est indispensable de les documenter, de les localiser et de protéger ces fosses communes. Le problème avec les exhumations des fosses communes, c'est qu'elles doivent se faire selon des protocoles standardisés, dans le respect des corps et la dignité pour les victimes. Et donc cela nécessite des formations. Et vous avez la chance au Burundi de pouvoir compter avec des équipes qui ont été formées dans la gestion des corps en problématique de catastrophe. Et ça, c'est vraiment une donnée essentielle pour le Burundi de pouvoir s'appuyer sur cette plateforme, qui a été notamment formée par le CICR. Et donc, selon la procédure qui pourra être mise en jeu, soit les fosses seront exhumées pour récupérer notamment les preuves judiciaires des exactions commises, soit la priorité sera simplement donnée à la localisation et à la protection de ces fosses, parce que les moyens humains et financiers ne seront pas suffisants. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est une procédure complexe qui requiert du temps et qui requiert des équipes spécialisées.
soit les moyens alors seront conséquents et les fosses pourront être exhumées et on pourra identifier les victimes et les enterrer de manière digne selon les rites et les croyances et bien évidemment les cérémonies funéraires. Donc l'enjeu principal autour de la fosse commune, c'est les autorités et les associations doivent se mettre d'accord sur ce qui doit être fait. Est-ce qu'on veut simplement protéger les fosses? Est-ce qu'on veut les exhumer et enterrer les restes des personnes? Est-ce qu'on veut documenter ce qui s'est passé? Est-ce qu'on veut identifier et pouvoir déterminer les causes et les circonstances du décès? Et ça, il appartient vraiment aux autorités de chaque pays de pouvoir savoir ce qu'ils vont pouvoir faire en accord avec le mécanisme qui a été mis en place pour la recherche de la vérité. Donc moi je vais maintenant m'attacher à vous présenter vraiment ce standard, ces standards qui sont nécessaires à l'exhumation des fosses communes. Pourquoi est-ce que ces protocoles ont été mis en place? Tout simplement parce que partout dans de nombreux pays, il existe des fosses communes pour des raisons plus ou moins différentes. Et bien évidemment, à un moment ou à un autre, la société se doit, comme l'a dit le président, de pouvoir donner un enterrement digne aux personnes qui sont à l'intérieur de ces fosses communes. Au départ, la gestion de ces fosses communes a été un petit peu difficile. Il a fallu mettre en place vraiment des protocoles standardisés. Et il faut savoir qu'on s'est rendu compte que les techniques de l'archéologie sont très utiles pour la documentation des fosses communes. Pourquoi? Les archéologues sont spécialistes dans la recherche du passé, dans la documentation de l'histoire, et ont donc des techniques pour fouiller des sites de manière très précise et très, je dirais, avec beaucoup de pertinence. Et donc ces techniques archéologiques ont été adaptées à des contextes comme les contextes de fosses communes pour pouvoir vraiment mettre à jour ces fosses. Il ne s'agit pas simplement que de creuser un trou et de sortir, il faut vraiment avoir le respect pour ce qu'il y a à l'intérieur de la fosse, pour ses corps. Et donc on utilise les techniques de l'archéologie, c'est-à-dire qu'on va commencer à fouiller la fosse, à la localiser, et ensuite petit à petit on descend de la même manière qu'on le fait sur un site archéologique et on expose au fur et à mesure les différents niveaux, les différents corps. Et une fois seulement que tous ces corps, que l'ensemble du corps a été mis au jour, on va pouvoir le prendre et l'examiner. Donc ce n'est pas simplement de creuser un trou et de sortir les choses à la va-vite. Il faut vraiment respecter ces techniques qui ont été mises en place. Ces techniques, il faut savoir, ont été expérimentées dans différents pays. On est sans cesse en train d'adapter le protocole au contexte. Il y a des fosses communes qui sont faites dans le sable, il y a des fosses communes qui sont faites dans des carrières. Donc tout dépend du contexte dans lequel se trouve la fosse. Et donc bien évidemment, il faut du matériel, il faut des équipes et il faut du temps pour faire ce travail. Et c'est seulement en s'assurant que ces protocoles d'exhumation sont respectés qu'on pourra documenter ce qu'il y a à l'intérieur de cette fosse, qu'on pourra exhumer les corps de manière digne et qu'on pourra enfin pouvoir enterrer ces victimes. Donc voilà un petit peu les choses sur lesquelles je voulais revenir et j'insiste vraiment sur cette nécessité de d'associer toutes les institutions et c'est pour ça que je suis très heureuse aujourd'hui de vous voir tous là réunis autour de cette problématique parce que la problématique des fosses communes n'est pas une problématique médico-légale. Elle est une problématique éthique, juridique et humanitaire. Aloïse Vatongwanayo, comme le président de la CVR a dit, il est président de l'association pour la mémoire et la protection de l'humanité contre les crimes internationaux, avec les Sigilubundu. Il est en même temps doctorant à l'université de Lausanne. Et il est ancien journaliste, mais il n'aime pas qu'on ajoute à ancien. Il est journaliste. Il fait ses recherches sur les mémoires plurielles dans le cadre de ses recherches doctorales en sciences politiques à l'université de Lausanne. Il a travaillé aussi à l'ONG La Benevolencia comme chef de programme. Je suis très content qu'il y a eu la définition, je n'y reviens pas, sauf que au Burundi, je peux juste corriger, il y a des gens qui aiment dire les gens qui sont enterrés dans des fosses communes, mais c'est plutôt entassés ou jetés dans des fosses communes, c'est vraiment les mots appropriés.
pour le cas du Burundi, l'historique des fosses communes date de très longtemps, des années 1700, fin 1700, d'abord avec la guerre entre le Burundi et le Rwanda, sous Ntarerugamba et Yuhi IV Gahindiro, où il y a eu une guerre juste à Kirundo, et d'ailleurs les traditions diraient que le mot Kirundo vient justement de cet entassement des corps des combattants du Mwami Ntarerugamba et Yuhi Gahindiro qui ont été entassés à Kirundo, d'où le nom de Kirundo, du verbe Kurunda. Il y a également eu une bataille féroce entre Mwezi Gisabo et Twarereye. Et là, il y a eu également, c'était à Muramvya, vers 1857. Là, on a eu également beaucoup de morts qui ont été entassés, qui n'ont pas été enterrés. Et d'où l'adage qui dit Vilachika Ngivingondo. Il y a eu beaucoup de morts et c'est d'ailleurs l'origine du conflit Bezi et Watare au Burundi. Il y a également les massacres des Wadasigana. Les Wadasigana entendaient par là l'armée de Mwezi Gisabo qui s'opposait à l'invasion allemande. C'était à Muramvya vers 1803. Avant 1803, il y a eu une guerre féroce entre ces Wadasigana, les combattants, ou l'armée de Mwezi Gisabo avec l'armée allemande. Et là, on parle d'entre 200 et 300 morts Wadasigana qui seraient entassés juste à Muramvya, au centre, tout près de Minolac, là où il y a juste une forêt, tout près de la minoterie de Muramvya. Il y a également les fosses communes au Burundi dans la période post-coloniale. Là, on parle la première fosse commune au Burundi après l'indépendance date du 19 janvier 1962. C'était à Kamenge où il y a eu des syndicalistes qui ont été massacrés juste pour être des syndicalistes. On disait qu'ils s'opposaient au Mwami, mais voilà, ils ont été, selon certains livres, certains documents, ils auraient été massacrés par les militants de la jeunesse révolutionnaire Rwagasore. À l'époque, c'était Jeunesse nationale Rwagasore. Et il y a également d'autres fosses communes qui ont suivi, les fosses communes qui sont à Bukeye. Bukeye, c'était à l'époque, c'était pas la commune de Bukeye, c'était plutôt la commune de Busangana, sur la zone de Busimba. Il y a eu des massacres d'abord de la part des Tutsis qui ont été massacrés par des jeunes qu'on attribue à la jeunesse Émile Lekano, c'était en 1965, mais par après également il y a eu des Bahutus qui ont été massacrés par l'armée, ce qu'on appelle communément la répression de la population. Et là, on y trouve dans la forêt de la Kibira, mais également sur ces collines-là, Busimba et Busangana, des fosses communes. Il y a cette fois-ci les fosses communes de 1972 avec ce qu'on appelle communément dans l'opinion publique Ikiza de 1972. Et là, les fosses communes, selon les recherches jusqu'ici à ma disposition, dirait qu'au moins à chaque chef-lieu de la province, de la commune ou arrondissement, parce qu'à l'époque il y avait des arrondissements comme Mwaro, Makamba, Bukirasazi, ainsi de suite, au moins à chaque chef-lieu, les parquets ou les tribunaux, les camps militaires, et même dans certaines prisons, il y a des fosses communes. Là, je vous dirais que j'ai des témoins qui me disent que à la prison centrale de Bujumbura, Mimba, il y a une fosse commune qui date des années 72. Il y a également les fosses communes de 1988. Les fosses communes de 1988 sont un peu localisées comme
celle de 1965 parce qu'il y a eu des massacres entre la population d'abord dans les communes essentiellement de Bwambarangwe, de Nega, ça c'est dans la province de Kirundo, mais également il y a eu des massacres entre la population dans la commune de Marangara. Et là, on y trouve également les fosses communes. Et là, les fosses communes, je tiens à le souligner, il y a des fosses communes des Wahutu et des fosses communes des Batutsi. Ils sont séparés, ils n'ont pas été jetés dans les mêmes fosses. 1993-2016. Là également, on a au moins des fosses communes selon mes recherches, et je tiens à le dire, ce n'est pas encore terminé, une fosse commune à chaque position militaire éparpillée dans le pays. Vous vous souviendrez que à partir du mois de décembre 1993, l'armée burundaise a déployé les positions militaires dans différents coins, d'abord pour protéger les rescapés Tutsis qui avaient fui les collines, qui avaient fui les massacres. Et on a également des fosses communes à chaque chef-lieu de la commune. Et là, lorsque je parle des fosses communes, c'est là où on trouve plus d'une personne. Ce n'est pas 5 ou 10, les chiffres varient, mais c'est plus d'une personne. On y trouve également des fosses communes qui sont des toilettes. Là, en 1993, on a jeté des personnes dans des toilettes. On a jeté dans des personnes dans les Ingarama, là où on fait mûrir la banane. Il y a également les fosses communes qui sont les fosses à briques, qui ont été transformées en fosses communes juste après l'assassinat du président Melchior Ndadaye en 1993. Il y a autre chose, je ne sais pas comment considérer ça parce que c'est un peu difficile. Il y a des gens qui ont été jetés dans des rivières. Jetés dans des rivières, là c'est un peu difficile, c'est pas une fosse commune parce que la rivière normalement coule, mais les gens continuent à considérer les endroits où les personnes étaient jetées comme des fosses communes parce qu'ils localisent les endroits où les leurs ont été jetés. Alors, le nombre, je présente toutes mes excuses et je ne dirai pas que j'ai un nombre exact ou précis, mais on dirait qu'il y a, lorsqu'on fait les calculs, comme je vous l'ai dit, si on compte, je le dis sous le contrôle peut-être de l'armée ici ou de la police qui ont probablement des plans du déploiement des positions militaires, on inventorie jusqu'à présent autour de 2500 fosses communes éparpillées dans tout le Burundi. Et là, les 2500, c'est estimatif, c'est les fosses communes qui datent de 1962, comme je vous l'ai dit, jusqu'à aujourd'hui. Là, ces fosses communes en matière de défis, c'est que, comme Dr Tania a dit, ces fosses communes hantent toujours la population. Selon les coutumes burundaises, vous savez que lorsqu'on n'enterre pas le sien, on dit que Umudimu ou son esprit continue à venir dans la maison où la personne vivait jusqu'à ce qu'on observe les rituels observés, exigés dans la tradition burundaise. Ces fosses communes aujourd'hui empêchent le développement. Empêchent le développement parce que aujourd'hui, on est dans une période post-conflit où on a besoin de construire les écoles. C'est le cas justement de Makamba où on voulait construire une école technique. Et là, on a trouvé une fosse commune. C'est le cas de Kivyuka, là où on faisait le traçage d'une route. Et là, on a trouvé également une fosse commune. C'est également à Ugarama, c'est aussi à Kilemba, commune Kilemba en province Nogozi. Ce ne sont que des cas que je cite. C'est également en commune Kayokwe où on a détruit les fosses communes parce qu'il y avait le développement. Et vous voyez que c'est un défi. Comment finalement concilier la protection des fosses communes
et le développement du pays. Il y a également ces fosses communes qui rappellent les violences et qui, malheureusement, avec la mémoire vindicative, entretiennent malheureusement l'esprit de vengeance. Là, vous verrez les cas des fosses communes que j'ai pu essayer de vous montrer. Ce n'est que des cas illustratifs. Ici, c'est des fosses communes au moment du traçage de la route asphaltée Buanzandora. C'est exactement dans la province de Kivyuka, commune Musigati. Là, c'était juste après le passage d'un tracteur qui a passé sur une fosse commune, a détruit la fosse commune sur les restes humains. Et ces cercueils ont été faits par la population. Et aujourd'hui, les quelques restes humains sont conservés depuis 2013, sont conservés de façon franchement aléatoire dans une ancienne zone de la zone Musigati. Ici, c'est à Butaganzwa. Butaganzwa, commune Ruigi. C'est des fosses communes sur laquelle plutôt on y cultive du maïs. Et ça, la maison que vous voyez, c'est juste une maison de détention de la commune Butaganzwa. Selon les témoins, c'est une fosse commune des gens qui étaient arrêtés le jour et qui étaient massacrés la nuit depuis 1995. Je vous épargne de dire l'administrateur qui était à l'époque là et qui est mal connu par la population de cette commune. Ici, c'est toujours à Butaganzwa, à Luigi, la fosse commune d'abord de Butaganzwa à Luigi, tout près du prison. C'est les gens, c'est les Bahutus qui étaient arrêtés et massacrés. Cette fois-ci, c'est toujours à Butaganzwa, à quelques 2 km du chef-lieu. C'est une fosse commune des Batutsi qui ont été massacrés juste après la mort après l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Et là, c'est juste dans une petite forêt à Butaganzwa, les Tutsis, où on dit qu'il y aurait au moins une quarantaine de Tutsis qui reposent dans cette fosse commune. Ça, c'est la fosse commune récemment, j'allais dire découverte, mais mise à nu. Découverte, je ne dirais pas cela parce que la population de cet endroit savait très bien qu'il y a une fosse commune. D'ailleurs, il y en a 3, ce n'est pas seulement une fosse commune, mais là, vous voyez des restes humains, des populations qui ont été massacrées en 1972, les Hutus. Pourquoi, peut-être vous allez me poser la question, pourquoi vous parlez de 72? C'est parce que cette fosse commune a été découverte lorsque on était en train de préparer de terrasser un terrain pour construire un centre de formation technique. On a d'abord, c'était sur cette fosse commune était sous un champ de thé. Le thé qui a été planté par le parti de l'époque, le parti unique, c'était en 1974. Donc, si le thé a été planté en 1974 et que dans cette commune, il n'y avait pas eu de massacre avant ces dates-là, c'est-à-dire que ces restes-là sont les restes de 1972. Et d'ailleurs, vous voyez juste les habits, là. Il y a une famille qui a reconnu les habits de son mari. Là, c'est une fosse commune non connue, mais très connue. Vous allez dire non connue officiellement, parce que lorsque vous empruntez la route Bujumbura-Gitega, si vous êtes à bord d'un bus, vous entendrez des gens qui disent « Vous avez vu Nyambého, c'est là-bas ». Donc là, c'est une fosse commune, Nyambého, c'est Guiheta, de 1972. Et là, c'était juste une fosse commune, une grande fosse où on extrayait la latérite pour construire la route Bujumbura-Gitega.
la route de Bujumbura-Gitega qui avait été commencée à être construite en 1971, 12, 13. Et là, selon les témoins de là, et d'ailleurs il y a un rescapé qui est sorti de cette fosse commune même, qui est heureusement en vie toujours, qui parle d'une centaine, même 200 des personnes qu'on tirait de la prison de Gitega et qui étaient amenées soit morts, soit vivants dans des peines basculantes et qui jetaient ces personnes-là et mettaient de la terre au-dessus. Aujourd'hui, vous voyez, c'est tout près de la rivière. Cette rivière-là, ça a détruit une partie de cette fosse commune et les habits et les restes sont toujours visibles lorsque vous vous approchez dans ce champ. Vous voyez qu'il y a même une plantation de manioc. Voilà, c'était des cas illustratifs. Je m'excuse, je ne peux pas montrer toutes les fosses communes qu'il y a au Burundi, je ne pourrais même pas le faire. L'officier de police principal de première classe, OPC 1, Evariste Ndikumana, il est formateur national en gestion des morts en situation d'urgence ou de crise. Je vais développer la gestion des restes humains, état des lieux et perspectives de coopération entre la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes et la sévère cas de fosses communes de Makamba, Bugarama et Kivyuka. Les catastrophes naturelles ou anthropiques sont à l'origine de nombreux disparus, parmi lesquels se trouvent des victimes de massacres. D'innombrables familles, dans des situations pareilles, vivent dans la dure réalité de l'incertitude sur le sort de leurs proches. Au Burundi, comme partout ailleurs dans le monde, des parents, des frères et sœurs, des époux et des enfants tentent désespérément de retrouver des membres de leur famille. Des familles et des communautés qui ignorent si les proches sont vivants ou décédés, vivent dans un cauchemar permanent. L'angoisse les accompagne pendant de longues années après la fin des hostilités et le retour de la paix. Ils sont dans l'impossibilité de s'atteler à la reconstruction de leur vie, de leur communauté, bref, de passer à une véritable réconciliation. Les nouvelles générations, à leur tour, héritent du ressentiment né de l'humiliation et de l'injustice dont ont souffert les proches et voisins. Mesdames et messieurs, distingués invités, le manque d'assistance spécialisée ou de préparation à la gestion d'un grand nombre de victimes exacerbe les problèmes entraînant souvent une mauvaise gestion des restes humains. Or, cette tâche ne doit pas être négligée car la façon dont sont traitées les victimes affecte profondément et durablement la santé mentale des survivants et des communautés. De plus, l'identification correcte des morts a une incidence juridique en matière d'héritage et d'assurance qui peuvent avoir des conséquences pour les familles et les proches pendant de nombreuses années après les violences. Il incombe donc aux États, y compris le nôtre, de tout faire pour éviter que des personnes se soient portées disparues et pour faire face aux conséquences des disparitions lorsqu'elles se produisent. Le souhait le plus ardent qu'évoque immanquablement les familles des personnes portées disparues est le droit de connaître le sort de leurs proches. Mesdames et messieurs, distingués invités, quelle que soit la raison des disparitions, l'absence de nouvelles et l'incertitude quant au sort de leurs proches sont souvent insupportables pour les familles survivantes. Le plus souvent, ces personnes considérées disparues sont décédées. C'est le soulagement que les familles peuvent recevoir et la confirmation fiable de leur décès, et la certitude que la dépouille de leurs proches a été ou peut être traitée avec dignité, dans le respect de leur culture et de leurs croyances religieuses. La récupération et l'identification des restes humains après des situations de violence répondent à des objectifs. Le premier est de récupérer et d'examiner les restes à des faits d'enquête pénale, élucider les causes et les circonstances de la mort. Cet aspect ne concerne pas bien évidemment la sévère. La Commission Vérité et Réconciliation, en vertu de l'article 2 alinéa 2 de la loi numéro 1/18 du 15 mai 2014 portant création, mandat, composition, organisation et fonctionnement de la sévère, qui dispose que la Commission n'a pas de pouvoir judiciaire. Le second apaise les familles, qui peuvent ainsi savoir qu'il est
advenir de les reproches et de veiller à ce que les restes humains soient traités dignement, conformément à l'écriture, ce qui permet de faire le deuil. Les deux aspects, évidemment, ne doivent pas être en concurrence. C'est sur ce deuxième volet que le groupe sectoriel des morts en période de crise a été saisi par la Commission Vérité et Réconciliation afin de lui prêter main forte dans sa mission comme le stipule l'article 6.2 de la loi 6 mentionné. Je cite. Il s'agit d'identifier, cartographier les fosses communes et tout autre endroit d'enterrement non reconnu par la loi, prendre les mesures nécessaires à leur protection, procéder à l'exhumation éventuelle des corps au fait d'un enterrement digne. Ce n'est qu'au lendemain des inondations de Gatunguru qui se sont abattues sur la partie nord de la capitale Bujumbura, survenue en date du 9 au 10 février 2014, où au moins 67 personnes ont péri et enterré dans la précipitation, sans identification, bien sûr suite au manque d'une structure de prise en charge des restes humains et d'infrastructures d'accueil de dépouilles suffisantes, parce que les hôpitaux, les infrastructures, les hôpitaux dont le Burundi dispose ne pouvaient pas accueillir un si grand nombre. C'est pourquoi ils ont été inhumés sans aucune identification. Et la plateforme nationale de prévention des risques, avec l'appui du CICR, a mis en place un groupe sectoriel multidisciplinaire de gestion des morts en situation d'urgence qui par la suite a été récemment formalisé par un acte ministériel du 27 novembre 2016. Alors, vous allez me demander quelle est la mission du groupe sectoriel de gestion des morts en situation d'urgence. Sa mission est de promouvoir une gestion collective digne des restes humains et de permettre d'en identifier un grand nombre. Le groupe sectoriel gestion des morts ne date pas de longtemps, mais compte quelques actions déjà menées à son actif. Son principal rôle est à la récupération des dépouilles, l'entreposage, le transport des restes humains, l'examen des corps, la gestion de l'information, la communication avec les médias, ainsi que le soutien psychologique aux familles et aux proches des défunts. Sous la supervision de la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes, le groupe sectoriel dispose en son sein maintenant 3 formateurs nationaux et a bénéficié des stages à l'étranger et compte envoyer des autres formateurs à l'étranger pour accroître le nombre de formateurs cette année en 2017. Grâce à l'appui technique et financier du CIC, l'équipe technique a déjà réalisé quelques activités. Il a déjà formé des cadres de la protection civile, de la Croix-Rouge du Burundi et du ministère et à la solidarité nationale dans ses attributions depuis avril 2015. Nous avons également organisé une session de formation des militaires et des médecins en avril 2016. Il y a eu également la formation des magistrats de la police criminelle en 2016. Par après, il y a eu la tenue à Gitega d'une retraite où des recommandations ont été dégagées qui ont fait que le groupe sectoriel soit mis en place par le ministère de la Sécurité publique. L'équipe technique a été également saisie par la Commission indépendante des droits de l'homme dans le dossier du journaliste Jean Bigrimana, où l'équipe technique a procédé à la récupération et à l'identification des corps repêchés dans la rivière Mubarazi, en zone de Bugarama, commune et province de Murambi. Et dernièrement, l'équipe technique a effectué des descentes, 3 descentes en collaboration avec la commission Vérité et Réconciliation à Gassène, en commune de Lusaka, à Murambi, en commune de Bugarama, à Kivyuka, Musigati et récemment à Buyenzi. La plateforme nationale de prévention des risques et de gestion de catastrophes, à travers le groupe sectoriel de gestion des morts en période de crise, ne ménagera aucun effort pour soutenir la commission Vérité et Réconciliation dans sa mission d'enquêter et d'établir la vérité sur les violations graves des droits de l'homme et des droits internationaux et humanitaires commises au Burundi. L'équipe technique de gestion des morts est prête à apporter son expertise pour aider dans l'identification, la cartographie des fosses communes et tout autre endroit d'enterrement non reconnu par la loi,
et prendre des mesures nécessaires à leur protection, procéder à l'exhumation éventuelle des corps au fait d'un enterrement digne. Le groupe sectoriel est sensible à cette question d'intérêt national car en effet, l'exhumation et la récupération de corps représentent un enjeu extrêmement délicat sur le plan politique. Elle est consciente qu'une mauvaise prise en charge des restes humains peut aggraver encore la situation. En plus de son expertise sur le terrain, le groupe sectoriel des choses des morts prévoit des formations de renforcement des capacités en gestion des morts aux cadres et membres de la commission Vérité et Réconciliation qui est prévue au mois d'avril 2017 avec l'appui technique du Comité international de la Croix-Rouge du Burundi. Nous avons également au sein de notre groupe quelques défis majeurs auxquels font face le groupe sectoriel gestion des morts. En plus du manque de ressources financières, notre pays ne dispose pas encore d'un spécialiste médico-légal qui est une pièce maîtresse dans l'identification des corps par des méthodes scientifiques telles que l'analyse des empreintes digitales, les examens dentaires et l'ADN. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne saurais terminer mon exposé sans réitérer encore une fois la ferme volonté et l'entière disponibilité du groupe sectoriel gestion des morts à coopérer sans réserve avec la commission Vérité et Réconciliation dans sa mission d'identification, de cartographie des fosses communes et de récupération des restes humains partout dans le pays au fait d'inhumation dans la dignité.